Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question des écoquartiers. En effet, après avoir traité de la ville et de cette ville émergente qui adopte de plus en plus de formes différentes en fonction des besoins de la population, mais aussi en fonction des impératifs économiques et politiques, nous allons nous intéresser à ces structures un peu particulières qui émergent un petit peu partout et qui s'axent sur d'autres dimensions assez intéressantes qui s'inscrivent plutôt bien dans cette pensée écologique et environnementale qui se développe actuellement. Qu'est-ce qu'un écoquartier concrètement? Tout simplement, c'est un quartier qui prend en compte le développement durable. Le développement durable étant une notion qu'on a déjà abordée ensemble précédemment, rappelez-vous-en. Il s'agit d'une notion qui intègre une dimension environnementale, c'est-à-dire qui prend en compte des impératifs environnementaux liés par exemple à la production d'énergie, à la diminution de la consommation énergétique, de la consommation d'eau, de la consommation de ressources, mais aussi à la limitation de la pollution par exemple, et à la protection de l'espace à long terme. Ça intègre aussi une dimension sociale qui prend en compte les besoins de l'homme, un cadre de vie adéquat qui permette justement à l'homme de s'épanouir dans les meilleures conditions possibles, avec à la fois des logements et des activités. Et enfin, une dimension économique, puisque au-delà de toute utopie, pour que ce genre de quartier voie le jour, il faut qu'il réponde à certains critères, à certaines normes, qu'il soit faisable, même s'il coûte plus cher, qu'il rapporte finalement sur l'investissement qu'on a pu avoir à sa construction. Donc les trois facteurs doivent être pris en compte pour qu'on parle véritablement de développement durable. Un développement qui tienne à la fois compte de l'économie, du social et de l'environnemental. Malheureusement, si on voit de plus en plus ce genre de quartier se développer, vous l'aurez compris, il s'agit encore très souvent d'expériences démonstratives qui prennent place dans des cadres assez particuliers, des situations assez atypiques, à l'image par exemple des expositions internationales. En d'autres termes, lorsque plusieurs grands pays se rencontrent pour proposer des expositions, il s'agit pour chacun de mettre en avant ce pourquoi il est le plus doué et de mettre en avant ce pourquoi il a véritablement progressé. Et ainsi, ces écoquartiers sont un peu une démonstration d'une nouvelle forme d'urbanisme qui prend en compte la technologie, qui prend en compte les impératifs environnementaux et donc une bonne vitrine en termes d'image. Mais en dehors de ça, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en place. On le voit de plus en plus apparaître dans les pays du Nord et dans certaines grandes villes, à l'image de Stockholm ou Helsinki, où il s'agit ici plutôt de projets urbains durables. Les villes entendent devenir de plus en plus vertes, de plus en plus autosuffisantes, autonomes à l'avenir. C'est quelque chose qu'on a déjà traité d'une certaine manière lorsqu'on a parlé justement de ces énergies renouvelables, de l'Islande par exemple, mais aussi de Malmö, ou d'autres pays, d'autres villes, à l'image de Copenhague, qui s'intéressaient justement de plus en plus à ces énergies renouvelables, à travers les éoliennes, à travers la géothermie, à travers le solaire, pour essayer justement de se distancer, de se détacher de cette dépendance énergétique des énergies fossiles. Et donc dans ce cadre-là, on a de plus en plus de quartiers qui voient le jour. Enfin, dernière possibilité, la réalisation de groupes de citoyens soutenus par la municipalité. En effet, ce qu'on constate, c'est que c'est très difficile à mettre en place de manière individuelle. Par contre, on a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ce phénomène et qui vont essayer ensemble de développer ces quartiers et souvent avec le soutien de la municipalité qui va participer notamment au financement, à la promotion, à la diffusion d'images de ce quartier. C'est quelque chose qui se fait sur beaucoup de choses. L'idée de démarche participative, à titre de comparaison, lorsque j'étais à Toulouse pour un travail universitaire, je m'étais intéressé à la question de la maison d'image, c'est-à-dire la création d'une structure dans un quartier plutôt défavorisé qui réponde aux besoins de la population en termes d'image, en termes de production d'images, en termes de divertissement également. Et on était dans une démarche participative dans le sens où l'ensemble de la communauté était intégré au processus de création. C'était pas uniquement la volonté de l'État, de la municipalité de créer quelque chose, c'était l'idée aussi de faire participer le plus de monde possible pour que ce projet soit le mieux accepté possible. Dans un quartier, encore une fois, plutôt défavorisé, si la population participe, ça permet d'avoir un produit final qui répondra aux besoins de chacun et qui sera beaucoup plus utilisé s'il répond justement aux critères de base. Et là, c'est un petit peu le même principe. On a de plus en plus de gens qui se réunissent, qui se concertent pour mettre en place ce genre de choses et qui sont soutenus par la municipalité justement pour pouvoir développer ce genre de projet. La question maintenant est de savoir où se développent ces grands espaces. Principalement sur des friches urbaines.
L'idée, ça va être de réhabiliter ces espaces laissés à l'abandon ou, dans certains cas, de réhabiliter des quartiers qui sont moins efficaces d'un point de vue énergétique, par exemple. Et tout ça se fait autour de 3 grands principes que vous avez représentés ici sur cette image, même si l'image est malheureusement peut-être un peu petite. Ces 3 principes sont tout simplement le faible impact environnemental, qui passe notamment par une réduction de la consommation énergétique, qui passe aussi par la réduction de la production de CO2, par une meilleure gestion des déchets, par des transports en commun plus développés, ce qui permet justement d'éviter que la voiture ne soit surutilisée. Ça passe également par un cadre de vie de haute qualité, des activités qui sont diversifiées, on peut avoir des logements mais aussi des bureaux. On a un meilleur confort de vie parce qu'on a des grands espaces verts, on a cette mobilité douce qui est privilégiée, on a aussi beaucoup de mixité sociale. Le but c'est de faire se rencontrer les gens, d'éviter justement la ségrégation, d'éviter que certains quartiers ne soient destinés qu'à certains groupes de population et que le reste soit écarté. C'est favoriser aussi la connexion et la connectivité pour être le plus attractif possible. Et enfin, c'est ce que j'évoquais précédemment, la participation des habitants, puisque un quartier qui se veut durable doit intégrer sa population et doit faire en sorte que sa population soit responsable de ses actes. C'est là toute la difficulté, puisqu'un quartier qui se veut écoquartier, mais qui serait utilisé tel un quartier normal, n'atteindrait jamais ses objectifs. Donc l'objectif, ça va être justement de faire en sorte que la population s'implique dans l'activité du quartier pour atteindre les objectifs fixés. Vous en avez quelques exemples, notamment à Neuchâtel, donc finalement pas très loin de chez nous. Ici, juste à côté de la gare, vous avez ce grand espace où on a des logements, on a des bureaux, on a aussi une école qui se sont créés pour avoir un cadre de vie un petit peu particulier, au plein centre de la ville, dans un espace qui appartenait au CFF et qui jusque-là était peu exploité. On a d'autres illustrations, par exemple à Malmö, en Suède, avec, vous le voyez ici, ces canaux, ces espaces verts qui sont privilégiés. Et ce qui est intéressant, c'est une architecture qui est assez particulière, qu'on retrouve notamment ici à Grenoble. Le but, ça va être justement d'offrir quelque chose d'un petit peu atypique, qui va tirer une population un petit peu particulière autour de ces projets, encore une fois, assez spécifiques. Donc vous voyez des quartiers qui regroupent à la fois des logements, mais aussi des bureaux, qui privilégient la mobilité douce, le vélo, la marche, une architecture diversifiée, attractive, intéressante. Le but, ça va être de loger des gens dans des espaces qui donnent envie et pas forcément dans des grandes barres d'immeubles qui s'étendent à perte de vue. Et de plus en plus d'espaces verts également pour apporter justement ce niveau de vie, ce confort que recherche la population. Et c'est pour ça que souvent, les espaces qui sont choisis, qui sont privilégiés pour la construction de ces écoquartiers sont des espaces assez particuliers, assez privilégiés, à l'image des bords de canaux dans certaines régions, notamment pour Malmö dont on vient de parler, mais aussi parfois les fronts de mer qui sont attractifs en soi et qui vont aussi amener une population de curieux autour des activités liées à la mer, par exemple, qui vont découvrir ces quartiers et vont peut-être être motivés à l'idée de reproduire cet idéal. Le problème, c'est, vous en doutez, que tout ça a un coût. En effet, construire un écoquartier, c'est un surcoût d'investissement de 20 à 30%. La construction écologique coûte cher. Aujourd'hui, construire une maison écologique, ça coûte plus cher que de construire une maison normale. Cela dit, et c'est là que c'est intéressant, si ces objets architecturaux coûtent cher à la réalisation, à long terme, ou idéalement même à moyen terme, ce surcoût va être compensé par la consommation. Comme on consomme moins d'énergie, moins d'eau, par exemple, on va avoir finalement moins de dépenses de ce point de vue-là, ce qui va permettre progressivement de compenser justement ce surinvestissement d'origine. De la même manière, comme on l'a évoqué, on est encore sur un contexte d'émergence assez particulier. Parce que ça demande beaucoup d'argent, parce que ça demande beaucoup de soutien, donc c'est assez difficile à mettre en place en dehors de ces situations particulières. Et c'est pour ça que c'est encore aujourd'hui assez peu fréquent finalement à l'échelle du globe, même si on en voit de plus en plus. À ça s'ajoute le risque de gentrification, celui qu'on abordait précédemment, c'est-à-dire la ségrégation en fonction notamment de critères sociaux. Ce qui se passe, c'est que souvent ces quartiers vont être plutôt huppés, plutôt privilégiés par des populations qui ont les moyens, plutôt riches, et vont écarter inévitablement les plus pauvres. Et justement, on va se retrouver avec des quartiers
qui mettent en évidence cette gentrification, cette séparation sociale en fonction notamment du revenu. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable au sein d'une ville, puisque le but, ça va pas être de parquer les pauvres dans des espaces et les plus riches dans d'autres. Le but, c'est d'avoir le plus de mixité possible, d'avoir le plus de partage possible, pour permettre justement à cette expérience d'être diffusée. Enfin, autre problème, le problème de la mobilité. En effet, si on privilégie la mobilité douce à l'intérieur, il faut s'assurer que ces quartiers soient hyper connectés avec le centre-ville, sans quoi, finalement, ce refus de la voiture se répercutera sur l'extérieur. Et encore, le problème, c'est que justement, si on doit assurer l'hyperconnectivité de ces espaces, on va augmenter les réseaux, multiplier les transports entre ces quartiers et le centre-ville. Donc, ce qu'on ne pollue pas à l'intérieur, ce qu'on ne produit pas à l'intérieur en termes de CO2, de particules fines, etc., va être produit en plus juste à l'extérieur pour permettre de relier ces espaces. Ce qui pose encore quelques problèmes, ce qui doit encore faire l'objet justement de réflexion. Quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'il convient principalement de retenir, ces écoquartiers s'imposent véritablement comme des lieux d'apprentissage et de sensibilisation. En effet, c'est dans ces espaces-là que la population va apprendre à vivre différemment, à adopter un autre mode de vie et va être sensibilisée d'une manière ou d'une autre à l'impact environnemental, notamment de leur choix. Donc ça peut être intéressant parce que ça permet justement d'adopter une nouvelle approche de la ville, une approche qui va se diffuser, puisque ces écoquartiers sont également des lieux de généralisation et de banalisation de l'habitat durable. C'est encore exceptionnel, mais plus on en aura, plus finalement ça deviendra commun. Et ce qui paraît aujourd'hui encore assez extraordinaire en termes de gestion justement énergétique, par exemple, pourrait devenir à terme quelque chose de tout à fait classique, de tout à fait normal, qui soit accepté par la population, qui soit même privilégié par la population. Et dans ce cas, ça peut participer à la banalisation d'un idéal, d'un point de vue notamment environnemental, mais aussi social. Enfin, il s'agit d'un lieu de communauté de vie. C'est ce que je vous évoquais précédemment. L'idéal, c'est que pour que ces quartiers fonctionnent, la population s'implique. C'est quelque chose de relativement indépendant finalement par rapport au reste de la ville, puisque c'est une façon de vivre en autonomie, de privilégier justement ce cadre de vie un petit peu restreint pour favoriser justement des économies énergétiques par exemple. Le problème, c'est qu'au sein d'un même quartier, on peut avoir des fluctuations énormes en termes, par exemple, de consommation d'eau ou de consommation d'énergie. Ça peut aller jusqu'à 400% de différence entre celui qui va jouer le jeu et celui qui vit dans ce quartier comme s'il s'agissait de n'importe quel autre quartier. Donc, il s'agit aussi pour la population de s'impliquer, de faire des choix qui s'intègrent dans cette politique urbaine un peu particulière. Donc, ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est que c'est un nouveau mode d'habiter. Quelque chose de très intéressant, mais qui malheureusement dépend encore beaucoup de l'implication de ses habitants. Donc, idéal, sans doute, mais à condition que chacun joue le jeu et permette à ces écoquartiers d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Sans quoi, il s'agira tout simplement de quartiers comme n'importe quel autre, et l'impact réel, finalement, disparaîtra assez rapidement. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces écoquartiers. J'espère avoir été suffisamment clair, avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Je reste toujours à disposition quoi qu'il arrive, et je vous souhaite une excellente semaine.